Je partais avec beaucoup d'a priori sur ce film, et pourtant, ce projet Dernière Chance, c'était plutôt pas mal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle critique sur un nouveau film d'actualité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler d'un film un peu en retard, c'est vrai, mais si je le fais maintenant, c'est que j'avais pas l'intention d'aller voir le film de base, tout simplement parce que le film ne m'intéressait absolument pas. Il y a son style qui m'inquiétait un petit peu, un espèce d'énième film dans l'espace, avec une grosse sauce hollywoodienne quand même, avec une histoire qui semblait ô combien cliché et d'une banalité. En plus, le film durait 2h30, donc une approche extrêmement longue. Et alors tout ça avec un Ryan Gosling en tête d'affiche et en seul acteur principal du film, presque. Acteur que je ne supporte absolument pas, qui est pour moi tellement monofacial, qui m'exaspère. Vous vous doutez bien qu'après tout ça, ça me tentait absolument pas de voir ce film, qui durait quand même 2h37. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais faire l'effort, je vais un peu sortir de ma zone de confort, je vais pas non plus aussi rester sur mes prérequis. Et de toute façon, il y avait rien d'autre à voir, puisque je voulais aussi faire une critique sur le Super Mario Galaxy, même si les critiques sont pas très bonnes. Donc on verra pour la suite. Je ferai aussi peut-être une critique sur The Drama. Donc en fait, tout dépend de la suite des événements. Soit ça sera une critique sur le Super Mario, soit sur The Drama, ou alors un autre film en préparation que je verrai peut-être en avant-première. Donc il y a plusieurs critiques qui peuvent arriver. Mais ici, on n'est pas là pour parler des autres films, on est là pour parler du film Projet Dernière Chance ou Projet Harry Mary, je crois, en version originale. Le nouveau film du super duo de réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller. Deux super réalisateurs qui nous ont pondu des œuvres assez diversifiées. On a pu avoir La Grande Aventure Lego, qui est quand même un super film d'animation. On a pu avoir les 21 et 22 Jump Street, qui sont des films très cool, très sympas. Ou encore les fameux films du Spider-Verse, qui sont des superbes tueries d'animation, qui font partie des plus grands films qui n'ont jamais été faits sur l'homme araignée. Donc on n'est pas du tout sur des manchots, c'est des mecs qui savent extrêmement bien gérer des films, et même faire des films quasiment uniques, avec, on va dire, une propre singularité et une force assez impressionnante. Grosse surprise, ouais, j'ai plutôt bien aimé le film. Alors attention, avec énormément de nuances, vous allez voir. I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. So, I met an alien. He's a genius engineer. And if I can't understand what he's saying, he puts on a little puppet show for me and my tiny brain. And you know what? I don't mind it. Alors l'histoire sans spoiler, ou en tout cas en spoilant le moins possible, nous suivons le personnage de Ryland Grace, qui est interprété par Ryan Gosling, qui est un professeur de sciences qui va se réveiller à bord d'un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Et au fil des découvertes, il va comprendre que la Terre est au bord du gouffre, et que sa mission va être de résoudre l'énigme mystère de la mystérieuse, on va dire, substance qui cause actuellement l'extinction du soleil. Voilà où commence l'odyssée spatiale pour cet homme. Alors attention, je ferai une petite partie spoiler, si on peut appeler spoiler, où je dévoilerai certains passages pour un peu plus développer autour du film. Je vais pas développer énormément de choses, ni dévoiler énormément d'événements, même si le film est je suis un petit peu en retard, mais voilà, ça va être quelques événements, mais voilà, je vais pas vous dévoiler énormément de trucs, mais voilà, il y a quand même une alerte spoiler, on sait jamais. En fait, ce qui est intéressant avec ce film, et ce qui va un peu aussi décontenancer certaines personnes qui ne l'ont pas vu, c'est son rythme. Donc oui, le film dure 2h37, c'est son gros défaut, c'est long, c'est très très long, c'est même trop long en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le film va être structuré d'une manière un peu maladroite. Enfin, on va dire un peu maladroite, mais ça a une cohérence pour la suite. Puisque en fait l'introduction du film va durer plus d'1 heure, avant que commence le véritable enjeu qui va se créer autour du personnage de Ryan Gosling. Ce qui est vraiment la véritable force du film, c'est-à-dire l'émotion qui va transparaître durant les 2h30 de film. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est un peu perdu sur cette première heure où on se dit qu'elle est plutôt bonne, mais on voit pas où est-ce que les réalisateurs, Lord et Miller, veulent aller à travers leurs réflexions. C'est ça qui est assez perturbant au début. On sait pas où est-ce qu'ils veulent aller, c'est à partir de l'introduction de la 2e heure où on sent une réflexion plus, j'allais dire philosophique, mais plus humaniste, qui va commencer à se mettre en place. Et oui, le film va poser une réflexion assez dimensionnelle et assez humaine,
assez optimiste sur énormément de valeurs, qu'elles soient scientifiques, parce que ça reste quand même un film de science-fiction, mais pas non plus, on va dire, trop scientifique comme pouvait faire Christopher Nolan avec Interstellar. Ça reste aussi, on va dire, assez simpliste, et ça ne tombe jamais dans quelque chose de trop complexe. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout qu'on n'a pas non plus énormément de personnages, donc on reste quand même centré que sur le personnage de Ryan Gosling, et donc on se perd pas sur d'innombrables personnages, etc. Non, on s'attache que à Ryan Gosling, et aussi, une relation qu'il va avoir avec une personne à travers les flashbacks. En fait, ce qui est malin, c'est la volonté du film de s'introduire par un sujet plus dramatique, c'est-à-dire la fin du soleil, la fin de la Terre, la perte de ressources et de molécules sur Terre, par exemple. Et au fur et à mesure que le personnage de Ryland va effectuer son voyage, le récit va évoluer dans cette sphère plus optimiste, plus humaine. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un film pareil en des temps assez sombres qu'on a actuellement. C'est vrai que voir un film comme ça fait quand même beaucoup de bien. C'est un film qui est bon, qui est un bon blockbuster d'ailleurs, parce que le film a coûté 200 millions de dollars, et c'est là aussi où le film va prendre un peu en dépourvu, parce qu'on s'attend pas à voir un film comme ça. D'ailleurs, parler de film hollywoodien, je trouve ça un peu gros. On n'est pas sur un gros blockbuster alors que le film coûte 200 millions, mais on est très loin du film hollywoodien, quoi. Et cette émotion va se concrétiser à travers un espèce de melting pot d'énormément de références cinématographiques. Alors bien évidemment, à travers le projet, à travers le concept, on voit directement une référence assez prononcée à Interstellar, par rapport à ses enjeux écologiques et même scientifiques. Alors peut-être que si vous n'êtes pas fan de Interstellar de base, ou ceux qui détestent Interstellar, etc., peut-être que celui-ci va peut-être mieux passer parce que, comme j'ai pu le dire, il est beaucoup moins porté sur la science, il est moins barbant. Le projet Dernière Chance n'a pas la qualité, on va dire, émotionnelle et la puissance émotionnelle qu'avait instauré Nolan et son frère Jonathan Nolan à travers le scénario d'Interstellar. Il y a aussi des idées de Seul sur Mars, sur cette idée de vouloir rendre ce film quasi intimiste, je développerai après ensuite. Alors c'est cohérent puisque le film est adapté d'un livre de Andy Weir qui était l'auteur du livre Seul sur Mars, qui avait ensuite été adapté par Ridley Scott avec Matt Damon. Beaucoup vont penser aussi à Premier Contact par ce mystère qui entoure en fait, on va dire, l'extraterrestre, parce que oui, il va y aussi avoir cette relation entre le personnage de Ryan Gosling et cet être un peu, on va dire, extraterrestre, mais voilà, c'est assez complexe de vraiment parler sans spoiler, ou en tout cas sans dévoiler certains passages du film. C'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu Wall-E, par son côté émerveillement et attachement aussi. Il y a cette poésie, c'est aussi un film assez poétique sur cette idée de voyage à travers l'espace. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'espace qui avait ce côté très poétique en lui, qui est assez beau. C'est vraiment, on est sur un film qui fait presque voyager intérieurement. Le film va jouer constamment entre références pop et création unique, sans jamais tomber dans la mauvaise copie. Et là, on va passer plus dans une partie spoiler. Bon, comme je vous ai dit, on va pas dévoiler énormément de choses, mais voilà, c'est juste que je veux dévoiler certains événements dont je suis obligé de parler pour pousser plus à la réflexion du film. Parce que après des films uniques tels que les Spider-Verse ou La Grande Aventure Lego, les deux auteurs, dont les deux auteurs Lord et Miller, parviennent à contribuer en fait à continuer leur enjeu autour de la création et de l'émerveillement qu'ils avaient déjà proposé dans leur ancien film, en proposant une œuvre à la fois amusante, assez, on va dire pas super drôle non plus, mais il y a cette touche un peu plus légère qui est bien retranscrite dans le film, et il y a aussi ce côté très optimiste. C'est un film qui est porté par l'espoir, et c'est assez beau de voir ça en 2026. Et c'est là où ce qui est le plus fou à travers ce film, c'est réussir à proposer, à travers un énorme blockbuster de 200 millions de dollars, alors qu'il y a vraiment que un acteur en tête. C'est assez étonnant en fait la manière dont a été fabriqué le film, de proposer presque un film intimiste en fait, tout simplement, avec très peu de personnages, qui va être quasiment que porté par l'interprétation de Ryan Gosling. Et moi, n'étant pas fan du comédien, je vous l'avoue, il est très bon dans le film. Il est très touchant, il a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. On a beaucoup d'empathie pour ce mec qui est un peu perdu, qui sait que malheureusement il est porté au sacrifice à travers cette mission, et c'est assez étonnant de le voir dans ce genre de rôle. On est très loin du rôle bouffon qu'il avait justement dans le film Barbie, qui était insupportable par exemple. Non, là je pense que là il tient un de ses rôles les plus touchants et les plus simples aussi, pas besoin de faire compliqué, on n'est pas du tout dans quelque chose de dramatique, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs Ryan Gosling avait dit que ce rôle et ce film lui avaient donné à cœur quoi d'interpréter, et on le voit, on le ressent à l'écran. Et cet esprit d'intimité va se manifester par la relation que va avoir le personnage de Ryland avec cet être vivant qui va avoir ce mélange physique entre une espèce d'araignée et de caillou. C'est pour ça que
on voyait souvent sur les réseaux sociaux qu'on se fout je sais pas si c'était pour ridiculiser le film ou pour se foutre de sa gueule, mais sur l'idée que oui, c'est la relation entre Ryan Gosling et un caillou. Non, c'est un peu plus complexe que ça, c'est pas un simple caillou, mais c'est vrai que la forme de l'être vivant est assez surréaliste, et c'est ça qui en fait toute sa force en fait. On se dit, bah ça va partir au ridicule, l'espèce de créature il l'appelle Rocky justement pour faire référence au rock, etc., parce que c'est une forme de pierre. Rocky d'ailleurs, bah, va y avoir énormément de références un peu pop culture, il y a Stallone, il y a Rocky, etc., bon c'est très sympa. Et tu dis oui, ça va peut-être tomber au ridicule d'avoir cette relation un peu particulière, mais absolument pas, c'est même la force du film. Elle parvient à livrer cet esprit humain à travers cette relation très forte entre Ryland et Rocky. Et c'est justement quand va apparaître ce premier contact que le film va prendre toute sa dimension humaine justement à travers cette deuxième heure de film. Pour autant, le film ne réinvente pas la roue, il ne fait que perdurer les enjeux qui ont déjà été préétablis dans plein de films de science-fiction, mais des films qui se passent dans l'espace. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, Phil Lord et Christopher Miller sont assez intelligents pour ne pas tartiner leur récit de clichés et de répétitions, même si le film dure très longtemps. Bah en fait, le rythme faiblit et le temps aussi. Pour moi, le film dure beaucoup trop longtemps. Je pense qu'on aurait pu le faire en 2 heures max, mais pas en 2h40, c'est beaucoup trop long, je vous le dis, vraiment. C'est vraiment une des grosses faiblesses du film, malheureusement. En tout cas, ça l'a été pour moi. J'ai vraiment beaucoup regardé ma montre durant le film. Et oui, 2h30, c'est beaucoup trop long pour raconter cette histoire. Et comme j'ai pu déjà le dire, le film va avoir cet esprit réflexif qu'on n'a pas véritablement eu énormément dans beaucoup de films d'espace. J'avais pu penser au film Sunshine, le très bon film Sunshine de Danny Boyle. Et plus récemment, et on voit cette comparaison à travers le film Ad Astra avec Brad Pitt, qui était réalisé par James Gray. Le truc, c'est que le film Ad Astra, pour moi, c'était un film qui était plutôt beau, mais très long et très chiant. Vraiment, c'est un film que je ne peux plus revoir parce que je crois que je ne le finissais jamais. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux agencé et en fait beaucoup mieux rythmé, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai oublié de prévenir que le film va être structuré d'une manière, on va dire, non linéaire, puisqu'on va suivre sur les 2h30, en fait, deux chronologies. Celle qui est présente et celle qu'on va suivre à travers la découverte du personnage de Ryan Gosling, de pourquoi il est là, pourquoi cette mission, pourquoi dans ce vaisseau, pourquoi il est à bord de ce vaisseau, et la relation qu'il va entretenir avec le personnage de Sandra Hüller sur pourquoi il a été choisi, quels vont être les enjeux, quels vont être les impacts, et cette relation qui est quand même assez intéressante entre ces deux personnages, qui va amener à comprendre, on va dire, les événements pré-mission spatiale. Et d'ailleurs, les éléments les plus intéressants sont en fait plus les éléments pré-mission spatiale, où on va être dans un contexte de avant la mission, où on va voir plus de monde, plus de personnages, avant d'être plus cloîtré dans ce vaisseau spatial, où on reste plus dans l'intimiste. J'ai oublié un petit peu de parler quand même la technicité du film, qui est quand même là aussi assez impressionnante, c'est-à-dire que j'ai découvert récemment que en fait le film a été presque 100% tourné sans fond vert ni effets spéciaux, ce qui vraiment démontre le travail de ces deux réalisateurs, parce que le film est quand même assez beau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des plans assez magnifiques à l'écran, des plans sur cette grande dimension, sur cet espace absolument magnifique. Je vais vous mettre des extraits de photos qui sont assez impressionnants. C'est un film qui est magnifique et qui est très très beau, où tu sens en fait presque énormément de détails. Tu vas même rester quasiment à 80% dans ce vaisseau spatial avec le personnage de Ryan Gosling, et c'est vrai que ouais, tu ressens cette authenticité à l'écran. Quand vous savez qui est le chef opérateur de la photo, c'est Greg Fraser, qui est pas du tout un manchot, là aussi, parce qu'il a quand même fait la photo de Dune ou de The Batman, qui sont pas des petits films déjà, et qui sont techniquement qui sont des films irréprochables. Donc oui, c'est vrai que c'est un film qui est magnifique encore une fois, et donc encore une fois c'est à saluer ce travail qui fait que oui, c'est un blockbuster, mais avec une volonté de bien faire et d'authenticité, et encore une fois c'est très rare de voir un film comme ça encore maintenant. En conclusion, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit sur le film, pour moi Projet Dernière Chance, c'est pas le meilleur film de science-fiction de ces dernières années, ni même un excellent blockbuster qui est peut-être malheureusement trop long, qui se rattache à des enjeux liés en fait à son concept beaucoup trop de fois raconté, avec un récit qui s'alourdit, voire qui se ramollit dans la dernière partie. D'ailleurs, c'est même peut-être le film le plus faible de la carrière des Lord et Miller. Et pourtant, l'idée de transposer un film blockbuster à 200 millions de patates pour y développer un projet en fait assez passionné, un projet artistique assez intime, assez honnête, assez émerveillé, qui va être porté sur quelque chose d'optimiste et d'humain, c'est vrai que voir ça à Hollywood de nos jours, c'est quand même assez important, et il faut le signaler et même le soutenir en fait. Et c'est peut-être, alors
je commence à en avoir un peu marre en fait de tous ces films d'espace qui se ressemblent, et pourtant je pense que c'est peut-être le dernier film d'espace, ou en tout cas qui se passe dans l'espace, qui m'a plu, étonnamment, parce que je pense que le dernier film récent que j'avais vu c'était Alien Romulus, et j'avais pas du tout aimé. Voilà ce que j'avais à dire sur Projet Hail Mary, ou Projet Dernière Chance en version française, je comprends pas très bien d'ailleurs la traduction. Qu'en avez-vous pensé pour ceux qui l'ont vu? Dites-moi tout ça dans les commentaires, qu'on puisse en débattre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une vidéo, une nouvelle vidéo de critique, logiquement. Merci encore et au revoir.